Donc, le prochain grand sujet qu'on va devoir explorer, c'est le concept de l'entropie. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà exploré ce concept d'entropie. D'autres qui n'en ont peut-être jamais entendu parler. L'entropie est une mesure, une mesure du montant de désordre dans un système. Donc, si on prend par exemple 3 différents contenants qui contiennent 3 différents montants de quelque chose, on va dire que ce deuxième contenant contient un gaz, ou dans ce cas ici plutôt un liquide, mais qu'il y a beaucoup plus de mouvement entre les particules que les autres. Celui-là a beaucoup de mouvement. Okay. Ben, on peut dire plusieurs choses par rapport à ça. Maintenant, si on parle uniquement de l'entropie, on sait que le montant de désordre change dans tous les cas. Alors, en d'autres mots, on vérifie combien il y a, quel est l'ordre dans chacun des systèmes. On a vu c'est quoi un système ouvert, c'est quoi un système fermé. On va prendre pour acquis que ça, c'est tous des systèmes fermés. Alors, on peut voir ici le niveau d'entropie, c'est-à-dire le niveau de désordre. Est-ce qu'il est élevé ou est-ce qu'il est bas? Et dans ce cas ici, si vous avez répondu que le niveau de désordre est bas, c'est bon. Alors, ça veut dire que votre delta S, c'est-à-dire le niveau d'entropie, est bas. Maintenant, je peux juste mettre un delta quand il y a eu un changement. Alors, dans ce cas ici, on va juste dire que l'entropie est bas. Ici, l'entropie est moyen. Et ici, l'entropie est élevée. Parce que l'entropie, il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre à l'intérieur de ce système-là. Alors, si je m'en vais de ici à là, ça veut dire que l'entropie augmente, le désordre augmente. Je vais avoir un delta S qui est positif. Parce que j'ai l'augmentation en désordre. Le delta S ou le S, c'est la lettre qu'on associe à l'entropie. Comme variation d'énergie, on avait associé le delta H et ici on associe le delta S. Maintenant, si je continue dans cette direction-là, j'augmente le montant de désordre dans mon système, j'ai un autre delta S qui est encore positif. En d'autres mots, à chaque fois que je vois un delta S positif, le montant de désordre augmente. Puis si le montant de désordre diminue, j'ai un delta S négatif. Oups. Négatif. Donc, chaque fois que j'ai un delta S positif, l'entropie augmente. Chaque fois que j'ai un delta S négatif, l'entropie diminue. En d'autres mots, quand mon entropie diminue, j'ai de plus en plus d'organisations. Quand mon entropie augmente, ça veut dire que j'ai de plus en plus de désordre. Alors, l'entropie, c'est le montant de désordre dans un système. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces montants de désordre-là? Bien, dans ce cas ici, si c'est un gaz ou un liquide, bien, pour augmenter l'entropie, je peux augmenter le montant d'énergie. En ajoutant de l'énergie, les particules bougent plus. Ça veut dire qu'on va avoir plus et plus de désordre. Si j'enlève de l'énergie, mon delta H, mon montant d'énergie va diminuer, je peux augmenter l'ordre. Si on pense à un morceau de glace, un bloc de glace a beaucoup d'ordre.
c'est-à-dire les molécules sont bien organisées au sein du bloc de glace. L'eau contient moins d'ordre, plus de désordre que la glace, et finalement le gaz contient un niveau d'entropie très très grand comparé à l'eau liquide ou à l'eau solide. Alors l'entropie peut être influencée par l'ajout ou le retrait de l'énergie dans un système. L'entropie et ne pas être confondue avec la température qui est la mesure du montant du mouvement des particules. L'entropie est simplement une mesure du montant de désordre, du degré de désordre à l'intérieur d'un système. OK? Maintenant, avec l'entropie, on doit aussi prendre en compte la température, parce que la température a une influence sur l'entropie. La température a une influence sur l'entropie parce que c'est grâce à la température qu'on peut déterminer si on a eu un gain ou une perte d'énergie au sein d'une réaction chimique. La température peut aussi nous permettre de déterminer si la réaction qu'on va entreprendre elle va être spontanée, ou si elle va pas être spontanée, elle va aller dans l'autre direction. Mais on va voir ça un peu plus en détail dans le futur. Maintenant, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre à la page 6 et 7 de vos photocopies. Maintenant, la température, vraiment, on s'en sert de façon indirecte pour déterminer le DTH. Alors, c'est une façon de mesurer indirectement la variation d'énergie ou la variation d'enthalpie qu'il y a eu dans la formule. En d'autres mots, si j'ai une augmentation d'énergie dans la formule, ça veut dire que la température a probablement diminué. La température du système a probablement diminué parce que l'énergie est entrée à l'intérieur de la molécule pendant un certain montant de temps. Lorsqu'on travaille avec un changement d'énergie, ça peut nous aider à déterminer s'il y a eu une augmentation d'ordre ou de désordre. Parce qu'on se souvient que pour augmenter le désordre, il faut ajouter de l'énergie. Si on veut diminuer le désordre, il faut enlever de l'énergie. Alors ça, c'est un indice qui nous permet de savoir est-ce qu'il y a eu un changement d'entropie au sein d'une réaction. Maintenant, si on prend une réaction à l'équilibre, par exemple, la réaction suivante. Alors, on a du mercure liquide. Puis dans toute cette unité ici, il va falloir vraiment faire attention qu'on a tous les signes d'état. Donc, j'ai du mercure liquide avec une demi-molécule d'oxygène gazeux. Et ici, j'ai une réaction à l'équilibre. Comme ça. Alors, c'est sûr et certain que dans ce cas ici, il va falloir... mais la réaction n'est pas balancée, il va falloir la balancer. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai, elle est balancée parce que j'ai une demi-O2. Alors, elle est balancée, elle est bonne. Alors, si on regarde cette équation-là, on a une équation en équilibre, on peut voir que dans un état fermé, dans un système fermé, il y a un équilibre entre les produits et les réactifs. Alors, un certain montant des réactifs sont transformés en produits et un certain montant de produits sont transformés en réactifs. Puis il y a un équilibre qui est atteint au sein de la réaction. Je peux vous donner un delta H pour cette réaction-là. Maintenant, ça, c'est des données qu'on va vous donner. On peut des fois la deviner, mais ce n'est pas toujours évident.
Alors, si je vous donne un delta H qui est moins 90,8 kJ, OK, ben, on sait que lorsqu'on augmente la température, non, c'est pas vrai. On veut savoir, maintenant, ce delta H, c'est vraiment pour quelle réaction? Est-ce que c'est pour la réaction directe? OK? Donc, la réaction directe. Oups. Ou la réaction indirecte. Ou en réalité, des fois, on va l'appeler aussi la réaction inverse. OK? Qui est celle-là. OK? Alors, vraiment, il y a deux réactions. La transformation du mercure de l'oxygène en oxyde de mercure et la réaction inverse qui est la transformation de l'oxyde de mercure en mercure et en oxygène gazeux. OK? Alors, ce système-là, si on prend en considération qu'il est fermé à l'intérieur d'une boîte, on va avoir des mercures, on va avoir des oxygènes qui flottent et on va avoir des HGO qui se promènent alentour du contenant. Maintenant, ce contenant-là est fermé. La seule chose que je pourrais faire, je ne peux pas enlever ou ajouter des réactifs ou des produits. La seule chose que je peux faire, par contre, c'est modifier certaines conditions de cette boîte. Je peux ajouter de l'énergie ou retirer de l'énergie de la boîte en y ajoutant de l'énergie. Alors, je pourrais mettre une flamme ici avec un brûleur Bunsen. Okay? Puis je pourrais changer l'équilibre. Parce que la température a toujours un effet sur l'équilibre. Si j'ajoute de la température ou j'enlève de l'énergie, ben, on modifie combien qu'on va avoir de un ou de l'autre. Soit on va modifier l'équilibre pour que ça crée plus de produits ou l'équilibre va le modifier pour que ça crée plus de réactifs. Alors, pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est très difficile. Ça va dans quelle direction cette réaction-là? On a une perte d'énergie ici. Okay? Mais encore une fois, c'est très difficile à déterminer ça. Alors, pour pouvoir expliquer... Alors, ici, vraiment, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe, on doit réaliser qu'est-ce qui arrive au montant de désordre. Bien, quand la réaction va dans cette direction ici, c'est-à-dire je commence avec deux composés, puis je crée un composé qui est solide, okay? J'ai un liquide, un gaz et un solide, qu'est-ce qui arrive au désordre? Bien, quand je vais dans la réaction directe, qu'est-ce qui arrive comme valeur d'entropie? Bien, le désordre diminue, c'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus organisé que ça. J'ai non seulement plus d'énergie dans ces molécules-là, mais j'ai beaucoup moins d'énergie dans cette molécule-là parce que j'ai quelque chose... En fait, j'ai plus d'énergie parce que c'est rendu... non, c'est pas vrai, j'ai moins d'énergie parce que c'est rendu un solide. Et puis, c'est une molécule. C'est beaucoup plus organisé, ça, que ça. Donc, dans ce cas-là, l'entropie diminue parce que j'ai une diminution du degré de désordre. Quand je vais dans l'autre direction, j'ai augmentation d'entropie, c'est-à-dire la désorganisation, l'organisation, le désordre augmente dans cette direction-là. Alors, dans ce cas ici, on peut savoir que l'énergie est perdue quand je vais dans cette direction-là. Et si j'irais dans l'autre direction, c'est-à-dire dans la réaction inverse, il faudrait que je change mon delta H. Okay? Alors, cette variation d'énergie va toujours être présente quand j'ai changement d'un côté à l'autre. Il faut juste savoir que quand tu changes la direction, il faut changer le signe, comme on l'a fait déjà auparavant à plusieurs reprises. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir souvent, c'est est-ce que la réaction est spontanée ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va arriver tout de suite ou est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va être capable d'atteindre un équilibre ou pas? Ça, c'est toujours une question à se poser. Maintenant, je ne vous ai pas donné tous les indices pour savoir ça encore, mais avant d'aller explorer ça, il faut aller explorer un nouveau concept. Okay? Un nouveau concept
qu'on appelle l'énergie libre. Puis ça va nous donner les outils à pouvoir déterminer si la réaction va arriver tout de suite ou si elle va arriver de façon un peu plus prolongée. Puis c'est quoi les conditions qu'on a besoin pour que cette réaction-là puisse atteindre un équilibre. Ce concept a été inventé par un monsieur Josiah Willard Gibbs, monsieur Gibbs. Okay. Oops. Gibbs. Et Gibbs a créé le concept qu'on appelle de l'énergie libre. Et la lettre qu'on associe à l'énergie libre, c'est delta G. On l'a nommé après M. Gibbs lui-même, delta G. L'énergie libre nous permet de savoir, ça c'est quoi l'énergie flottante, c'est-à-dire l'énergie libre qu'on a besoin pour changer des produits réactifs, des réactifs aux produits. Le delta H n'est pas vraiment une énergie libre. Le delta H, c'est le montant d'énergie libre à un certain point dans une réaction. Vous allez voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Alors, Gibbs a développé le concept de l'énergie libre, puis a trouvé la relation entre le delta H, okay, l'entropie, la température et l'énergie libre que lui a découvert. Alors, la formule qui régit toute la spontanéité des réactions, c'est la suivante. Delta G égale delta H moins la température multipliée par l'entropie. Okay? Alors, ça c'est l'énergie libre. Delta H, on le connaît très bien, ça c'est la variation d'enthalpie. Le T ici fait référence à la température. Et ici, il faut faire très attention, dans cette formule-là de Gibbs, on travaille toujours avec une température en Kelvin. C'est très important parce qu'il faut toujours avoir une température qui a un nombre positif. Puis les Kelvin nous permettent de toujours avoir des nombres positifs. Parce que si on change le signe de la température, ça va changer le signe ici, puis ça va tout scraper la réaction. Alors assurez-vous de toujours utiliser le calcul. Alors assurez-vous de toujours utiliser des degrés Kelvin. Maintenant, la dernière chose, delta S, bien sûr, est la variation. Oups. La variation d'entropie. En d'autres mots, variation dans le montant de désordre à l'intérieur du système. Okay? Maintenant, on ne va pas travailler beaucoup avec des nombres en utilisant cette réaction-là. En réalité, on va presque jamais travailler avec des nombres, mais ça nous permet de savoir c'est quoi la relation entre les différents facteurs qui influencent une réaction qui est à l'équilibre. En d'autres mots, le delta H, c'est-à-dire l'enthalpie, va affecter la réaction à l'équilibre. La température va avoir un effet, l'entropie va avoir un effet, puis tout ça mis ensemble va avoir un effet sur l'énergie libre. L'énergie libre est le facteur qui nous permet de savoir quel va être l'équilibre de la réaction. Est-ce que ça va être spontané ou non? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la spontanéité d'une réaction? Maintenant, je ne vais pas aller en très grand détail par rapport à la spontanéité des réactions. Okay? Ici, il faut avoir un peu de foi et simplement garder en tête et puis savoir à quoi regarder, à quoi chercher quand on travaille avec ça. Par contre, nous avons un tableau qui peut nous aider à déterminer la spontanéité des réactions. L'énergie libre ici va être presque toujours positive quand c'est spontané. OK? So, gardez ça en tête. Alors, voici un tableau qui va vous aider. Et puisque vous avez toujours votre livre ouvert pour votre examen, vous n'avez pas besoin de le mémoriser, puis vous n'avez pas vraiment besoin même de comprendre comment ça fonctionne. Mais vous pouvez toujours faire référence au tableau pour savoir
ou répondre aux questions dont on vous demande. Ce tableau-là est un tableau qui nous explique les conditions à lesquelles on a pour des réactions spontanées ou pas. Donc, je vous donne un exemple. Okay, alors, ici, on a le delta H. Ici, on va voir le delta S. Ici, le delta G. Okay, alors, les mêmes choses qui sont dans la formule ici. Alors, comme vous pouvez voir la température, oui, il y a un effet, mais la température ne va pas vraiment... On n'a pas besoin de savoir ce qu'est la température, parce qu'on sait que c'est toujours quelque chose de positif. Alors, ici, on travaille avec les signes des différents morceaux de la formule. Donc, si ma variation d'enthalpie, mon delta H est négatif, ça veut dire que j'ai eu une perte d'énergie de la part des produits. Okay? Ça veut dire que l'entropie, lui, okay, si j'ai perte d'énergie dans mes produits et que mon entropie augmente, c'est-à-dire le désordre augmente, ben j'ai une situation où que l'énergie libre va être négative. L'énergie libre, bien sûr, c'est l'énergie qui permet de déclencher la réaction. Puis dans ce cas-là, si j'ai une énergie libre qui est négative, ben ça va être toujours spontané. Puis ça se retrouve à la page 7 de vos notes, ici. Puis il manque un. Puis vous pouvez transférer la dernière ligne du tableau avec un crayon ou un stylo sur la page pour que ça soit disponible pour vous autres. OK? Spontané. C'est bon. Maintenant, si mon delta H dans ma réaction est positif et que mon delta S est positif, okay, ben, je vais remarquer souvent que mon énergie libre va des fois être positif, des fois il va être négatif. Okay? Mais ce qu'on va savoir, c'est que ça va être spontané. Ça ne fait pas de différence qu'est-ce que c'est, comme celle ici, mais ça va être spontané à des températures élevées. En d'autres mots, ce système à l'équilibre qui a un delta H positif, un delta S positif, et son delta G peut être positif ou négatif, il va être spontané à des températures très très élevées. Alors si je vois que T est vraiment haut, ça va être une réaction spontanée. Si je vois l'opposé, si je vois deux négatifs, un positif et un négatif, ici ça va être spontané encore, sauf à des températures basses. Okay. Et finalement, si j'ai l'opposé, c'est-à-dire si j'ai un delta H positif et l'entropie diminue, c'est-à-dire que le degré de désordre diminue, alors ça augmente en ordre, et je vois un delta G qui est positif, okay, j'ai une situation où que je ne vais jamais avoir de réaction spontanée. Alors, je vais avoir quelque chose qui n'est jamais spontané. Okay? En d'autres mots, la réaction, elle va pas se passer de façon spontanée. Elle va vraiment, tu vas avoir juste tu vas avoir tes réactifs, tes produits à l'intérieur du système, puis il ne va pas avoir de réaction à l'équilibre. Alors, tu as toujours une réaction à l'équilibre, ou c'est une réaction spontanée quand tu as ces conditions-là. Ici, tu vas avoir une réaction spontanée si ta température est élevée, c'est-à-dire tu vas avoir une réaction à l'équilibre si ta température est élevée. Ici, tu vas avoir une réaction spontanée ou une réaction à l'équilibre seulement à des basses températures. Et dans cette situation ici, tu ne vas jamais avoir de réaction spontanée. En d'autres mots, tu vas juste mélanger les choses, fermer le bocal, fermer le système et ça va juste rester des produits. Tu ne vas pas avoir de réactifs. Tu ne vas pas avoir d'équilibre. OK. Maintenant, ce que je veux que vous faites, c'est que vous allez répondre à des questions à l'intérieur de votre manuel. Maintenant, avant de faire ça, on va aller à travers des exemples. Okay? On va aller à travers des exemples. Gardez ça dans vos notes. Vous allez peut-être vous en servir dans le futur. On va passer des exemples d'entropie
en utilisant des formules ou en utilisant des situations plutôt réelles. Alors, si vous allez dans vos notes, à la page 8 de vos notes, okay, il y a des exercices ici. L'exercice 1A à F. Okay? Et on va les regarder ensemble. Puis on va déterminer c'est quoi si la variation d'entropie, c'est-à-dire le degré de désordre, augmente ou diminue. Puis je vais vous donner des indices à quoi regarder pour déterminer si la variation d'entropie augmente ou diminue. Maintenant, dans le premier, on a le sucre qui se dissout dans le thé. Okay? Est-ce que ça, c'est une variation d'entropie positive ou négative? Okay? Donc, si on y pense, on a un bloc de sucre qui est solide. Okay? Ou des granules de sucre qui sont solides. Puis quand il se dissout dans le thé, qu'est-ce qui arrive au bloc de sucre? Bien, les particules de sucre commencent à flotter et deviennent aqueuses. Donc, le niveau de désordre, dans ce cas ici, augmente. J'ai une augmentation dans le désordre. Alors, ici, on aurait un niveau d'entropie qui est positif. C'est-à-dire, le niveau de désordre augmente. Alors, quand on voit des changements d'état de solide à liquide ou de liquide à gaz, on sait qu'on a un niveau d'entropie qui augmente. Le désordre augmente. Alors, si on regarde au deuxième, B, la glace se fond sur une vitre. Alors, dans ce cas ici, la glace se forme. Okay? Puis sur une vitre, bon, on s'en fout un peu sur quoi elle se forme. Quelle est la variation d'entropie? Okay? Bien, la formation de la glace, ça veut dire qu'on prend quelque chose de gazeux ou quelque chose de liquide, n'est-ce pas? Et on le transforme en quelque chose de solide. Alors, dans ce cas ici, le niveau de désordre diminue parce que le désordre devient plus organisé. Alors, ici, on va avoir une variation d'entropie négative. Okay. On regarde le prochain. C. De l'air est soufflé dans un pneu à l'aide d'une pompe. Celui-là est difficile. L'air dans un pneu. Okay. Avec une pompe. Okay. Celui-là est difficile. Il est un peu plus difficile parce qu'il faut visualiser les molécules. Si je prends l'air normal à l'extérieur, ben, les particules sont répandues de façon relativement égale. Donc, il y a beaucoup de désordre à l'intérieur des particules. Maintenant, dans mon pneu, j'ai de l'air. Le plus que je souffle de l'air dans mon pneu, le plus de particules d'air que j'ai dans mon pneu, dans un endroit défini. Éventuellement, le plus que j'ajoute d'air dans mon pneu, le plus qu'on augmente l'autre. C'est-à-dire, je garde mon air dans un endroit commun. Ça, c'est un exemple de quand on augmente la pression ou on augmente la quantité dans un endroit défini, on augmente l'autre. Alors, dans ce cas ici, le désordre diminue, c'est-à-dire qu'on a une variation négative. D. De l'acétone s'évapore d'un dissolvant à vernis à ongles. Alors, l'acétone évapore. Okay? Bien, dans ce cas-là, l'acétone, si vous ne le connaissez pas, c'est un liquide qu'on va utiliser pour nettoyer souvent les pinceaux ou enlever du vernis à ongles ou des choses comme ça. C'est un solvant vraiment puissant. Vraiment bon pour l'huile et des choses que normalement l'eau ne peut pas dissoudre. L'acétone, c'est un liquide, ça s'évapore. Bien, on passe d'un endroit avec des molécules dans un liquide et
Ça s'évapore, donc le degré d'ordre